je commencerai par féliciter Continent Premier et Gorgui, même s'il s'obstine à essayer de mettre en 2 heures des débats qui devraient prendre au moins 48 heures, depuis 20 ans, il n'apprend pas de... Mais c'est pas grave, la prochaine fois on fera vraiment 48 heures. Mais le féliciter chaleureusement et vous tous intervenants et participants pour l'importance de mettre ces questions sur la table, de tenter de les disséquer, de les creuser, de les porter d'une façon telle qui permet l'impulsion, qui permet que le débat avance. Alors, je vais commencer par répondre à une question qui m'a été posée. Elle signifie beaucoup de choses. Hein. Ce qui m'a été demandé tout à l'heure, c'est de savoir si la France allait à un moment donné rembourser. Alors, moi, je représente la francophonie. La francophonie, c'est pas la France. La francophonie est une organisation qui a été créée en 1970 par 3 chefs d'État africains qui étaient aussi le 25 mai 1963 à l'origine de la fondation de l'Union africaine. Il s'agit de Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal, Amani Diori, premier président du Niger, et Habib Bourguiba, premier président de la Tunisie. Et c'est important de dire premier, parce que pourquoi ont-ils voulu créer une organisation francophone? Bien parce que en même temps que l'indépendance, ils accédaient évidemment aux enceintes multilatérales et ils trouvaient assez intéressant de ne pas le faire en ordre dispersé, de tenter de créer des coalitions. Et ils voulaient le faire bien sûr d'abord par rapport aux États africains, puisque ce que Senghor a dit dans son discours inaugural, en reprenant une expression de Kateb Yassine, c'est qu'il voulait une organisation francophone parce que le français c'était le butin de guerre, c'était la langue du colon, mais la langue qui permettait à tout le monde du coup de pouvoir élaborer des choses ensemble. Et il voulait le faire aussi dans une perspective sud-nord, en associant les pays anciennement colonisateurs. Et là aussi, c'est une grande différence par rapport aux organisations basées sur la langue, puisque on a beaucoup parlé des lusophones, la CPLP, donc l'organisation sœur lusophone, le CEGIP, le secrétariat général ibéro-américain, qui est l'organisation hispanophone, ou le Commonwealth, que vous connaissez bien, anglophone, sont chaque fois des créations de l'ancienne capitale coloniale vers les anciennes colonies. L'histoire de la francophonie est un peu différente. Mais le fait que 55 ans plus tard, ça ne se sache pas, qu'on puisse se demander, tiens, mais que va faire la France? Il faut le demander à ma collègue française parce que, en fait, je suis belge. Et je suis wallon. Non, quand on se pose cette question, montre qu'en fait, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi dans cette organisation, on n'a pas réussi dans les enceintes multilatérales, dans le système multilatéral, on n'a pas réussi jusqu'à aujourd'hui à poser fondamentalement les débats, puisque là c'est un lieu intéressant évidemment pour se demander comment agir, que faire et faut-il réparation. Alors pour ma part je réponds, il faut évidemment réparation. Il faut réparation pourquoi? Pour se reconstruire des deux côtés. Il faut la réparation pour que les États anciennement colonisés ou les territoires, parce que toute la question géographique et géopolitique a été posée, c'est important d'avoir cette nuance, mais aussi évidemment pour les États qui eux-mêmes ont été colonisateurs, c'est très important qu'ils connaissent leur identité. C'est pour ça que je pense personnellement que le premier défi est vraiment un défi épistémologique. C'est une notion qui a été apportée dans le débat plutôt par plusieurs personnes, épistémologique de deux façons. D'abord, tout simplement, d'une manière très concrète, par la praxis,
l'éducation. Une dame a évoqué tout à l'heure le fait que les enfants ne savaient pas ce qui s'était passé. Il n'y a pas que les enfants. J'ai une formation d'historien. J'ai étudié l'histoire donc en Belgique. Je suis né en 1965, c'est-à-dire 5 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo. Donc j'ai vécu ma jeunesse. J'ai été à l'université, j'ai étudié l'histoire, j'ai suivi des cours d'histoire de l'Afrique. J'avais un grand africaniste, Jean-Luc Velut, qui était un spécialiste du Congo, voilà, j'ai suivi tout son cours. Et je n'ai compris la colonisation que bien plus tard. Ça pour donner mon exemple, mais je le vois aussi de manière très générique. Il y a peu de personnes qui sont vraiment informées des enjeux d'un côté comme de l'autre. C'est pourquoi avec certains comme David Van Reybrouck, que vous connaissez peut-être, qui est un archéologue, écrivain belge qui a écrit un bouquin magnifique sur le Congo. Nous militons dans une association pour qu'en Belgique, on enseigne l'histoire du Congo, toute l'histoire du Congo. L'histoire avant la colonisation, pendant la colonisation et depuis la colonisation, parce que d'une manière ou d'une autre, ces histoires, celles des Belges et celles des Congolais, sont mêlées, que certains l'aient voulu ou pas. Donc il y a ce défi épistémologique qui est très important sur le plan de l'enseignement. Il y a un autre défi épistémologique qui est celui de bien choisir les termes, de bien identifier les concepts, de bien comprendre les enjeux. Parce que je pense qu'une des difficultés, ça je l'observe sur le terrain politique cette fois-ci, une des raisons pour lesquelles les gens se ferment ou trouvent facilement des arguments pour dire non, pas question d'entrer dans le débat, ou bien il faut absolument obtenir ça, c'est-à-dire sont un peu sur des injonctions qui se font face et qui sont stériles quelque part, c'est parce qu'on ne pointe pas exactement les problèmes et on reste dans des généralités. La colonisation, l'esclavagisme, et au risque de heurter, ce sont des généralités, de parler comme telles, qui aboutissent assez souvent à une essentialisation. Ce qui est important, c'est bien de citer les faits et d'indiquer où ont été les problèmes et comment se sont portés les problèmes. Parce qu'il ne faut pas oublier évidemment que dans les pays occidentaux, il y avait aussi des personnes opprimées qui ne sont pas liées à la colonisation. Il est très facile aujourd'hui, on voit que c'est un mécanisme de l'extrême droite par exemple, de s'adresser à ces personnes-là en leur disant mais écoutez, vous voyez ce qu'on vous demande, c'est complètement aberrant, etc. Et les gens entrent dans ces schémas. Donc il faut être précis. Quand le Rwanda, par exemple, ma secrétaire générale, vous le savez, est rwandaise, Louise Mushikiwabo, pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, les secrétaires généraux de la francophonie sont systématiquement des personnes qui viennent d'Afrique, ou en tout cas qui viennent du Sud. Mais donc, quand les Rwandais ont souhaité préciser qu'il s'agissait du génocide des Tutsis au Rwanda, il y avait un sens précis à la démarche qui excluait d'autres sens. Donc tout cela, je crois, c'est un travail qui est important. Et la nuance aussi, par exemple, sur qui a fait quoi dans l'espace francophone. Oui, je sais, tu vas m'arracher le micro. J'arrête dans l'espace francophone, nous avons des pays qui ont été cités ici, comme la France, comme la Belgique. Mais il y a d'autres pays qui ont eu un rôle actif directement ou indirectement dans la colonisation. Nous avons le Canada, qui est un pays important. C'est quoi le Canada? Alors, il n'a colonisé personne en Afrique, mais il a colonisé son propre territoire. Le Canada, ce sont les colons, si on veut être cynique, qui ont réussi. Hein, c'est un petit peu ça. On a la Suisse, qui est un pays, Monsieur Gomes le sait bien, et il y a un effort important qui est fait depuis quelques années pour bien le mettre en évidence, qui est un pays perçu comme le berceau de la neutralité. Il l'est, il a fait énormément de travail dans ce sens. On sait aussi qu'un certain nombre de fortunes se sont constituées sur le commerce triangulaire et qu'il y a dans les rues de Genève des gens qui sont célébrés pour leur humanisme, ou en tout cas pour leur philanthropie, et qui en réalité ont aussi bénéficié. Donc toutes ces nuances-là, il faut les apporter, il faut les comprendre, sinon on enchaîne les coups d'épée dans l'eau, je pense. Je conclus en disant que pour moi, la voie, et tout à l'heure Madame Maya a proposé plusieurs pistes extrêmement intéressantes et importantes. Moi j'en propose une qui est la voie délibérative. Il y a des outils en matière de démocratie participative,
Je pense aux conférences de citoyens, je pense aux sondages délibératifs, aux conférences de consensus. Il y a énormément d'outils de ce type-là qui permettent aujourd'hui de construire des débats fins, des débats intelligents, qui arrivent à des conclusions vraiment intéressantes où les personnes, par rapport au... Enfin, on peut prendre maintenant 100 personnes dans la rue ici et les enfermer pendant 3 jours avec tous les experts qui sont dans la salle, qui vont expliquer leur point de vue respectif. On leur demande, quand ils entrent, est-ce que vous pensez qu'il faut réparation? Ils vont vous donner une réponse qui est probablement celles qui sont données par les élèves du professeur là, non, pourquoi de réparation? Et bien, je vous garantis que si vous travaillez sérieusement pendant 3 jours, quand ils sortiront, ils penseront différemment. Et si on parvient à faire ce travail-là, et si on parvient à impliquer les politiques dans ce travail-là, il y a notamment des expériences intéressantes à l'université de Stanford dans ce sens, je pense qu'on peut arriver à des résultats. Voilà, j'ai été beaucoup trop long.